Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 8 octobre, je vous propose de nous rendre tout d'abord au Japon où le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba a créé la surprise en annonçant après son élection la dissolution de la Chambre basse du Parlement. Bangladesh ensuite, où 2 mois après la chute du gouvernement de Sheikh Hasina, la commission sur les disparitions forcées du gouvernement de transition a annoncé avoir découvert un centre de détention et de torture secret situé dans la capitale. Nous évoquerons ensuite la visite du président sud-coréen Yoon Suk-yeol aux Philippines, à Singapour et au Laos. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Thaïlande, où le temps presse pour faire traduire en justice les responsables politiques et militaires d'un massacre de 85 manifestants en août 2004 dans le sud du pays. Le nouveau président du Parti libéral-démocrate, à la tête d'une large coalition au pouvoir, a été élu 102e Premier ministre du Japon le 1er octobre dernier, lors d'un vote en session extraordinaire de la Diète japonaise avec 291 voix sur 461. C'était une élection sans surprise après que Shigeru Ishiba a remporté l'élection de la présidence de son parti le 27 septembre, succédant ainsi à Fumio Kishida. Shigeru Ishiba a pris ses fonctions le 1er octobre avec son cabinet, un gouvernement d'une moyenne d'âge de 63,6 ans qui comprend seulement 2 femmes sur 20 ministres et ce malgré une déclaration passée en faveur d'un système de quotas qui permettrait une plus grande participation des femmes aux affaires du gouvernement. Une des premières annonces du Premier ministre a été la dissolution de la Chambre basse et l'organisation le 27 octobre prochain de nouvelles élections législatives. L'actuelle session extraordinaire de la Diète se conclura donc demain. Sur le plan économique, le nouveau Premier ministre semble avoir renoncé à une politique de revalorisation du yen ainsi qu'à d'autres réformes économiques initialement annoncées. Il a indiqué que l'État devait d'abord soutenir les personnes souffrant de l'inflation et a dévoilé son intention de présenter un nouveau plan de relance de l'économie. Le nouveau chef du gouvernement a aussi abandonné le projet d'augmenter l'impôt sur les sociétés et a dévoilé un projet de hausse du salaire horaire minimum, en repoussant toutefois les dates par rapport aux objectifs initiaux. Sur le plan sociétal, le Premier ministre semble aussi vouloir faire machine arrière sur la réforme du Code civil qui devait permettre aux femmes de garder leur nom de jeune fille après leur mariage, en autorisant les couples mariés à utiliser 2 noms de famille différents. Cette marche arrière a été critiquée par la députée du Parti démocrate constitutionnel Harumi Yoshida. Et enfin, sur le plan de la défense et de la sécurité, la politique du nouveau Premier ministre devrait s'inscrire dans la continuité de celle de Fumio Kishida, avec une poursuite du renforcement des relations avec les États-Unis et la Corée du Sud, dans le cadre du pacte trilatéral américano-nippo-coréen annoncé à Camp David en août 2023. Shigeru Ishiba s'est d'ailleurs entretenu par téléphone avec le président américain Joe Biden et avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol dès le 2 octobre et a déclaré vouloir renforcer le réseau d'alliances avec ses partenaires. Le nouveau Premier ministre a aussi promis de modifier le traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et le Japon et d'établir en Asie une organisation similaire à l'OTAN. Au Bangladesh, la nouvelle commission sur les disparitions forcées, créée en août dernier après le départ précipité de la première ministre Sheikh Hasina dans le but d'enquêter sur la situation des personnes disparues depuis 2009, a déclaré avoir découvert un centre de détention secret. L'existence de ce centre a été révélée pour la première fois en août 2022 par le média suédois Nitra News dans un article qui faisait état de la détention et de la torture d'opposants politiques. Il faut savoir que des centaines de personnes, opposants politiques, militants des droits de l'homme, avocats ou encore journalistes, ont disparu sous le régime autoritaire de Sheikh Hasina, première ministre de la Ligue Awami, arrivée au pouvoir en 2009, avant sa fuite à l'étranger en août dernier, suite à la pression de la rue. L'Organisation bangladaise de défense des droits, ODIHR, estime qu'au moins 708 personnes sont concernées par ces disparitions forcées.
L'ONG Human Rights Watch, quant à elle, parle d'environ 600 personnes victimes de disparitions forcées depuis 2009. La commission a indiqué lors d'une conférence de presse que le centre de détention secret avait été découvert au QG des services de renseignement militaire à Dacca, dans la capitale du pays. Le centre comprend 22 cellules au total et Sazad Hossain, membre de la commission, s'est exprimé au sujet de la visite de la prison effectuée le 25 septembre dernier, indiquant que des similitudes avaient été observées avec les descriptions fournies par des ex-détenus, et ce malgré la destruction de nombreux éléments de preuve et notamment des inscriptions faites par les prisonniers sur les murs des cellules qui ont entre-temps été repeints. Un autre membre de la commission, l'avocat et militant des droits de l'homme Noor Khan Litton, a expliqué qu'il existait 3 types de victimes de ces disparitions forcées, à savoir ceux qui ont été libérés au bout de quelques jours, ceux qui manquent toujours à l'appel actuellement, et ceux qui, au bout de quelques mois de détention, ont finalement été envoyés en prison. Certains prisonniers de ce centre ont pu être libérés juste après la fuite de Sheikh Hasina, et notamment Mir Arman bin Qassem, un avocat des droits de l'homme et fils d'un leader du parti d'opposition Jamaat et Islami, exécuté en prison en 2016. Son fils a été libéré le 6 août 2016 après 8 ans de détention. Notons que la commission est encore en train de recueillir les plaintes des familles des victimes des personnes disparues. Environ 400 plaintes ont été reçues et la commission a d'ores et déjà annoncé que la date limite pour soumettre les plaintes serait probablement prolongée après la date initialement prévue du 10 octobre. Le président sud-coréen est en tournée en Asie du Sud-Est et a commencé par une visite aux Philippines où il a rencontré hier à Manille le président philippin Ferdinand Marcos Jr., une rencontre lors de laquelle les deux dirigeants se sont mis d'accord pour élever le niveau de coopération entre les deux pays en matière de sécurité et de défense, et notamment pour la mise en place d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Cela comprend notamment le renforcement de la coopération au niveau des gardes-côtes, mais aussi une aide que la Corée du Sud fournira pour moderniser l'armée philippine. Les deux dirigeants ont évoqué certaines des inquiétudes majeures de leur pays dans la région. Yoon Suk-yeol a ainsi mentionné les tensions avec le voisin nord-coréen en déclarant, je cite, que la communauté internationale ne tolérerait jamais les programmes nucléaires nord-coréens et ses provocations irresponsables. Ferdinand Marcos Jr. a quant à lui mentionné les conflits de souveraineté territoriale en mer de Chine méridionale et a déclaré que les deux alliés devaient, dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe, travailler ensemble pour promouvoir un ordre basé sur l'état de droit et gouverné par le droit international. Le président sud-coréen a quitté Manille lundi soir pour Singapour, où il a rencontré aujourd'hui le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, et participé à un forum d'affaires avec des chefs de grands groupes sud-coréens. Le président se rendra ensuite demain au Laos, où il doit participer à un sommet régional des leaders de l'ASEAN. En Thaïlande, le temps presse pour poursuivre en justice les responsables du massacre de Tak Pai, un des incidents les plus meurtriers dans le conflit séparatiste qui secoue depuis 2004 la région de Pattani dans l'extrême sud du pays. Le 25 octobre 2004, 78 manifestants sont morts écrasés ou étouffés dans des camions militaires qui les transportaient du lieu de la manifestation dans un camp situé à 2 heures de route, et 7 autres ont été tués par balle lorsque des forces de sécurité ont tiré sur la foule qui réclamait la libération de prisonniers. Depuis, aucun des responsables n'a été poursuivi, jugé ou encore condamné. Mais en août dernier, des familles des victimes ont soumis une pétition pour réclamer le procès de 7 responsables politiques et militaires pour meurtre et tentative de meurtre. Alors que le délai d'expiration pour traduire en justice les responsables arrive à son terme, le tribunal de Narathiwat, dans le sud de la Thaïlande, a accepté de se saisir de l'affaire et a fixé la date de l'audience au 12 septembre. Mais aucun des suspects ne s'est présenté le jour J. Notons que le même jour, le procureur général a aussi décidé de la mise en examen de 8 autres suspects dans l'affaire, dont l'ex-commandant de la 5e division d'infanterie. Mardi dernier, le tribunal provincial a émis un mandat d'arrêt pour Ganpisal Awagongkiri, ex-commandant de la 4e région militaire et actuellement député du Pheu Thai, parti au pouvoir en Thaïlande, et recherché pour son implication dans le massacre. Sauf que ce député bénéficie d'une immunité parlementaire pendant la session en cours et qu'il a tout simplement disparu, ses collègues du parti ou du Parlement affirmant n'avoir pas pu être en mesure de le contacter, tandis que certains ont indiqué qu'il serait parti à l'étranger il y a 1 mois pour suivre un traitement médical.
Le vice-président du Parlement thaïlandais a confirmé avoir accordé une demande de congé maladie de sa part pour la période du 26 août au 30 octobre, période qui commence le lendemain de l'annonce de la tenue du procès et qui finit après la date de prescription des faits qui tombe le 25 octobre 2024. Notons qu'en août et en septembre, le parti au pouvoir Pheu Thai a fait face à une forte pression de la part de l'opposition pour que le gouvernement s'assure que la police puisse arrêter les suspects. Certains députés de l'opposition estiment que la première ministre, Paetongtarn Shinawatra, fille de l'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra qui était au pouvoir lors de l'incident, pourrait faire davantage en tant que dirigeante du parti et du gouvernement pour que le procès ait bien lieu. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.